Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. 2 tiers des gens reçoivent plus de l'État qu'ils ne payent d'impôts. Et c'est très bien. Moi, je suis très content quand je vois qu'il y a des crous, que les études ne sont pas très chères. Je suis très content. Voilà. Les gens qui mettent en avant le Nicolas qui paie. Moi, je vous explique ce que ça va être. Si tu as les moyens, tu payes pour toi, c'est bien. Si tu n'as pas les moyens, c'est ton problème. Tant pis, ta mère mourra. Elle ne pourra pas se faire soigner. Elle fera faillite comme 2 millions d'Américains font faillite pour une maladie. Cette injustice fiscale, elle n'est pas traitée. Parce que ces gens-là s'en moquent. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Avec tous les discours qu'on entend autour de nous, notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. L'extrême droite, aidée par des médias financés par les milliardaires, cherche à imposer sa vision en muselant la diversité des voix et en bafouant le pluralisme. Pour riposter, le média lance Riposte, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire. Sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne, nous voulons porter les voix qui dérangent, celles qu'on ne veut pas entendre ailleurs. Cette bataille pour la démocratie nous concerne tous, alors rejoignez-nous et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, on va voir du côté du mouvement c'est Nicolas qui paie, mais on est aussi allé questionner directement François Bayrou sur les mensonges qu'on démonte dans les épisodes de l'Instant Porcher. C'est parti. Même avec la stratégie d'annoncer un budget en plein été, les contestations bouillonnent, grondent et possiblement se préparent pour la rentrée. On vous l'a expliqué la semaine dernière, François Bayrou a annoncé un budget pour 2026 très dur, austérité et durcissement des conditions de vie pour les précaires, les malades, les chômeurs, les classes moyennes, les services publics, en rejetant l'imposition des plus riches ou des grandes entreprises qui paient moins d'impôts en proportion que le reste de la population française. On n'arrêterait pas de vous le dire ici. Alors forcément, tout ça, ça crée un ras-le-bol et un ras-le-bol fiscal. Ces derniers jours et semaines ont vu naître le mouvement C'est Nicolas qui paie sur les réseaux. Ce Nicolas est censé être un trentenaire qui travaille et qui se fait écraser par les impôts. Mais ne croyez pas à un mouvement révolutionnaire ou qui dénonce les inégalités. Non, ce mouvement de droite et d'extrême droite veut défendre une figure du bon français qui travaille, dont le fruit est volé par l'État, les prestations sociales ou encore les étrangers. Cette expression date du 29 avril, martelée à la tribune de l'Assemblée nationale par le ciotiste Géraud Verny. Thomas, je disais, ce mouvement, il tente de se réapproprier le combat sur la fiscalité, mais taper sur les retraites ou les dépenses, ça permet encore une fois de ne pas parler de la taxation des plus riches, des grandes entreprises qui ne participent pas autant que nous proportionnellement au pot commun. C'est exactement ça. En fait, la droite et l'extrême droite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle divise. Macron, quand il a voulu conquérir le pouvoir, il a divisé ceux qui travaillaient, ceux qui ne travaillaient pas. Il a divisé les chômeurs et ceux qui travaillent avec les uns qui financeraient les autres. Et pareil pour les fonctionnaires. Il y a ceux qui travaillent, qui financent les fonctionnaires grâce à leurs impôts. Et l'extrême droite, elle fait la même chose, sauf qu'elle le fait avec une dominante en plus qui est celle du racisme. Tu l'as très bien expliqué. L'image du Nicolas qui paie, c'est le bon français qui paierait pour les vieux retraités et qui paierait aussi pour les jeunes plutôt issus de l'immigration, parce qu'on les représente toujours comme ça, qui ne travailleraient pas et seraient au chômage et toucheraient le RSA en faisant un type de trafic informel. C'est à peu près ça qu'on nous dit. Et ce qu'ils font très clairement, c'est qu'ils jouent avec ce ras-le-bol fiscal pour créer des divisions. Alors que normalement, ce que devrait faire la gauche, c'est d'essayer de trouver des passerelles et de faire un combat plutôt vertical plutôt qu'horizontal. Parce que la droite et l'extrême droite fait toujours un combat horizontal en créant des divisions. La source idéologique de ce mouvement, en plus de pointer le pauvre, l'étranger, etc., c'est voilà, on vous fait regarder vers le bas plutôt que vers le haut. En fait, c'est une pensée très libérale, finalement, ce Nicolas qui paie. Exactement. On veut pas vous. Alors, il y a un certain nombre de sujets qu'on n'aborde pas, comme tu l'as dit. Le fait, par exemple, qu'il faille augmenter les salaires. On ne l'aborde pas, parce que quand on regarde la part des salaires dans la valeur ajoutée, il a chuté à partir des années 80, il n'est jamais revenu à son niveau-là. Et quand on parle aujourd'hui de hausse des salaires, c'est impossible. La hausse des salaires se fait que par un micmac entre le brut et le net, grosso modo. C'est-à-dire en retirant des lignes de cotisations sociales, qu'on finira par payer, soit en le payant à des prix au privé, soit par des phénomènes de rattrapage. Donc la hausse des salaires, elle n'est pas là. La hausse du SMIC, on n'en parle même pas. La taxation des plus riches qui ont profité ces dernières années très fortement, on le dit assez souvent ici, des réformes qui ont été mises en place, on n'en parle pas. Donc, à partir du moment où on ne parle pas de ces deux choses-là, de quoi on peut parler ? On peut parler juste du fait que si quelqu'un paye trop d'impôts ou si quelqu'un n'a pas un salaire qui augmente, c'est parce que
dans son salaire, il doit cotiser pour lui, d'ailleurs, soit dit en passant, mais aussi pour ceux qui sont à la retraite, ou payer pour les plus pauvres via des prestations sociales. Mais tout ça, ça montre en fait une méconnaissance très forte du fonctionnement déjà du modèle social et de l'État social de manière plus générale, parce que oui, on paye, mais on profite, on va en discuter après, et même du fonctionnement de l'économie au niveau global. Donc c'est une manière en fait il y a dans l'air du temps une forme de ras-le-bol fiscal, et à juste titre, qui s'est accentuée avec Macron. Parce que Macron a fait des cadeaux fiscaux aux plus riches, et puis de l'autre côté, il a contrebalancé via des taxes qui étaient injustes, souvent des taxes sur la consommation, notamment la taxe carbone sur les carburants qui a entraîné le mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, on est dans une incertitude budgétaire qui fait que personne ne sait vraiment à quelle sauce il va être mangé, et tout le monde a très bien compris qu'il est beaucoup plus simple de baisser le niveau des retraites en désindexant les retraites de l'inflation que de taxer les très très riches qui, eux, ont des milliards. Donc il y a une forme de peur, de phobie un peu fiscale, parce que personne ne sait ce qui va se passer, et tout le monde a bien compris que c'est toujours les mêmes qui payent et toujours d'autres qui arrivent à échapper à l'impôt. Et aujourd'hui, la droite joue avec ça pour, encore une fois, pointer et les retraités, mais elle fait un peu plus attention aux retraités parce qu'il y a une grosse partie quand même qui sont plutôt blancs, entre guillemets, et elle va pointer les jeunes issus de l'immigration ou l'immigration comme un coût que supporte ce fameux Nicolas qui paye. Et surtout, il y a des gros angles morts, même factuels, dans ce Nicolas qui paye, tu viens d'en parler. Et puis il y a aussi le fait que Nicolas, il paye, mais Nicolas, il a hérité, Nicolas, il a bénéficié aussi. En fait, Nicolas, il paie, mais tout le monde paie. Une partie paie à un moment où il travaille. Mais quand Nicolas, alors si on reprend tout, Nicolas est probablement né dans un hôpital public où il a sorti sa carte vitale, enfin sa mère a sorti sa carte vitale et elle n'a rien payé, avec un coût en fait supporté par l'impôt, parce que ça aussi on dit souvent que le public est moins efficace que le privé, mais le coût d'un accouchement en France c'est entre 2 500 et 3 000 euros, aux États-Unis dans un système privé c'est plutôt autour de 10 000 euros, qu'il a payé clairement avec la carte bleue. Donc Nicolas est né, il n'a pas payé l'accouchement, il a sorti la carte, sa mère a sorti la carte vitale, puis après il a été probablement dans des structures d'accueil subventionnées très largement par le public. Il a probablement une bronchiolite ou une otite aggravée, ils ont été aux urgences, ils ont encore sorti la carte vitale. Puis il a appris à marcher sur des trottoirs qui sont des infrastructures payées par les impôts des autres. Puis après, il a été jouer au gymnase, au stade avec ses amis. C'était encore une fois ces infrastructures payées par les impôts, enfin par le public, par l'État. Puis ensuite, il a été au parc, se promener avec sa copine à 15 ans. C'est des infrastructures payées, encore une fois, par l'État. Et il a fait des études. Il a été en primaire, au collège, à la fac. Tout ça, c'est très subventionné par l'État. Donc, il a en fait, jusqu'au moment où il travaille, peut-être 24 ans, peut-être un peu avant, peut-être après pour d'autres, il a vécu du bien public sans même le financer. C'est ça la réalité. Donc le Nicolas qui paie, le premier tiers de sa vie, il a bénéficié de l'État social. Puis ensuite il travaille, et puis ensuite à la retraite il bénéficiera encore de l'État social. Donc dans la majeure partie de sa vie, il va bénéficier de ce qu'est l'État social. Et après, il faut dire la vérité, c'est-à-dire que dans l'ensemble de la distribution des revenus, quand on les regarde, en fait, grosso modo, 2 tiers des gens reçoivent plus de l'État qu'ils ne payent d'impôts. 2 tiers. Ça veut dire que Nicolas qui paie, mais même ceux qui le mettent en avant, parce que Ciotti ou les ciotistes, ils sont payés par quoi ? Ils sont payés, voilà. Ouais. Mais les 2 tiers des Français qui parfois adhèrent à ça en disant « je paye trop d'impôts, j'en ai marre, tout est pour moi », il y a 2 chances sur 3 qu'en réalité, non, ils en profitent plus qu'ils ne paient. C'est ça la réalité. Et ça, c'est une grande étude de l'INSEE qui l'a montré. En prenant tout, c'est-à-dire les prestations sociales, les services publics gratuits, en prenant tout le champ en fait, de l'État social, comme on dit, on se rend compte que la majorité des Français en profitent. Alors oui, il y en a 1 tiers qui va payer plus d'impôts qu'il ne reçoit. Mais c'est ça, on a choisi c'est ce qu'on a choisi. Puis ça s'est construit aussi. C'est le mode de revenir, société. Oui, mais c'est le mode de société que nous avons choisi. Oui. À un moment, oui, c'est très bien. Moi, je suis très content quand je vois qu'il y a des crous, que les études sont pas très chères. Je suis très content. Voilà, je fais partie probablement de ceux qui, moi, payent plus qu'ils ne reçoivent, et j'en suis très content. Et de toute façon, dans la vie, il y a des chapitres. À partir de 60 ans, vous avez des dépenses de santé qui augmentent, et ces dépenses sont couvertes. Mais c'est une bonne chose. Enfin, moi, je trouve que c'est ça. C'est le mode de société que nous avons choisi. Et en fait, les gens qui s'attaquent, qui mettent en avant le Nicolas qui paie, pour dire, voilà, on paye trop pour les vieux, il y a de la gabegie, alors après on peut y en revenir, bien sûr qu'il faut faire attention à ça. Mais grosso modo, c'est ceux qui veulent le chacun pour soi, l'individualisme. Voilà.
Si tu as les moyens, tu payes pour toi, c'est bien. Si tu n'as pas les moyens, c'est ton problème, tant pis, ta mère mourra, elle ne pourra pas se faire soigner, elle fera faillite, comme 2 millions d'Américains font faillite pour une maladie. Tu n'as pas les moyens, tu ne feras pas d'études, tu travailleras, et ainsi de suite. Donc c'est ceux qui veulent la société individualiste, contrairement à ce qu'ils disent. Puis il y a plusieurs choses qu'on ne dit pas déjà, c'est que tout le monde paye des impôts, même les plus pauvres, parce qu'ils consomment et payent donc la TVA, qui est un impôt qui pèse énormément sur les plus pauvres, parce que ce n'est pas conditionné au niveau du salaire. Donc quand on dépense tout son argent que dans la nourriture, forcément on paye énormément de TVA en proportion de son argent. Il y a aussi le fait que quand Nicolas il paye beaucoup pour les aides aux entreprises qui sont un des premiers postes du budget de l'État et qui ne sont pas redistribuées parce que ça sont gardées pour des dividendes, on en a déjà parlé, mais c'est important de le rappeler. Et il y a aussi toute cette question autour de oui, les riches ils payent pour les autres, etc. Bon, déjà on vient de dire que c'était un peu faux. Et surtout, ces riches-là, on peut se demander pourquoi ils ont fait fortune aussi. Est-ce que c'est grâce aux Français ? Parce qu'il y a toujours ce truc de oui, on s'attaque aux riches alors qu'ils ont réussi, comme si leur argent ne venait pas des travailleurs qui, eux, touchent un SMIC et c'est eux qui créent la valeur ajoutée, ou que l'État ne participait pas à les aider financièrement. Bien sûr, on a toujours l'impression, et c'est le discours, que le riche est quelqu'un d'isolé comme ça, qui est un génie et qui, grâce à son génie, arrive à gagner de l'argent. Alors que tu l'as très bien dit, très souvent, c'est déjà grâce souvent à l'aide de l'État, de privatisation d'entreprises, de rachats autorisés, d'aide qu'il a réussi. Et puis après, la création de valeur, elle est collective. Et après, une fois que cette valeur est créée, c'est les lois, les rapports, les réformes qui font qu'il y a une part qui va plus à d'autres qu'à certains. Et depuis les années 80, tout a été fait pour compresser les salaires, pour faire en sorte qu'il y ait une modération salariale et puis pour toujours que l'excès de richesse aille dans les mains d'une minorité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où la méritocratie n'existe plus, et nous sommes plutôt dans une société d'héritocratie, comme on le dit, où on hérite. La meilleure façon d'être riche aujourd'hui, c'est pas de travailler, c'est d'hériter, voilà, d'être rentier. Donc très, très clairement, là-dessus, il y a un discours, oui, qui est aussi tout à revoir. Mais on voit bien que dans tous les gens qui mettent en avant ça, le discours sur la meilleure répartition des richesses, sur une société plus égalitaire, ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil, ça veut dire juste que des écarts de revenus sont un peu moins forts, qu'on revient à ceux que nous avons connus dans les 30 Glorieuses. Sur le fait que voilà, il faille augmenter les salaires, tout ça est absent de ce discours-là. Le seul discours qu'il y a, c'est de dire tu as un salaire, et le salaire que tu as, il est juste, et le financement de ce modèle social est injuste. Donc il y a une remise en cause très clairement du modèle social que nous avons hérité des 30 Glorieuses. Le Nicolas qui paie, c'est pas la seule colère qui gronde autour du budget Bayrou. Bien au contraire, il y a des mouvements type Gilets jaunes ou encore la gauche qui est furax face à cette austérité, on l'a dit, dangereuse, inefficace et qui aura des conséquences concrètes pour les Français. Eh bien, on est allé directement questionner le Premier ministre sur le sujet. Sur le budget 2026, plusieurs contestations se font entendre le 10 septembre, Nicolas qui paie. Ce qui rassemble toutes ces critiques, c'est l'effort qui ne serait équitablement pas réparti. L'austérité, on le sait, pèse surtout en ce moment sur les précaires et les classes moyennes. Quand non, vous rejetez, dans le budget, vous rejetez par exemple l'imposition au niveau des plus riches, on a vu Sophie Primas. Est-ce que vous entendez ces critiques ? Parce que non, je n'entends pas cette critique et je vous confirme ce que j'ai dit dans l'exposé de ce plan, c'est-à-dire que les plus favorisés auront un effort à faire eux-mêmes. J'ai simplement dit qu'on allait se servir des semaines qui viennent avec les commissions parlementaires pour définir la nature de cet effort. Mais c'est cet équilibre que nous cherchons et il est évident que quand on demande à une société, à ceux qui travaillent ou à ceux qui sont à la retraite, à ceux qui ont des situations modestes ou moyennes, quand on leur demande des efforts, il faut évidemment que les plus favorisés soient eux aussi associés à cet effort. Comment ? Eh bien, vous allez voir que dans les semaines qui viennent, votre question trouvera une réponse. Donc c'était avec Valentin à la caméra. Est-ce que tu crois, toi, à ces promesses-là ? Est-ce que ça t'a fait rire un peu cet extrait ? Oui, ça m'a fait rire parce que les efforts, bon, ils sont, pour les plus pauvres, sont quantifiés, ils sont là, on les voit. Et puis les efforts pour les plus riches, on fera une commission, on verra, etc. C'est toujours un peu la même chose. Et c'est ça d'ailleurs qui alimente encore une fois ça et l'injustice fiscale qui alimente cette phobie fiscale de la part des gens. Tout le monde est conscient en fait qu'il y a une partie des gens qui ont fait sécession et qui échappent en fait au fonctionnement de la société. Ce sont les très riches qui se sont enrichis massivement. Répétons-le encore, leur fortune en une quinzaine d'années a été multipliée par 6. Et on ne parle pas d'une fortune avec quelqu'un qui a 100 000 euros.
On parle de gens qui ont des milliards. Donc, ces gens-là ont fait sécession, nous le savons. Et aujourd'hui, c'est vrai que des petites entreprises ou des classes moyennes, on va dire au-dessus de 2000, 2500 euros, ont l'impression en fait que toutes les réformes fiscales vont être pour eux quand les autres vont échapper à l'impôt. C'est ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. Au moment des Gilets jaunes, les gens en fait se sont rendus compte qu'ils payaient un impôt supplémentaire alors qu'il y avait un an avant des cadeaux qui avaient été faits avec la baisse de l'ISF, avec la baisse de l'IS sur les grandes sociétés, avec la baisse de la flat tax sur les revenus financiers que la plupart des Gilets jaunes n'avaient pas parce qu'il faut être plutôt riche pour avoir des revenus financiers et qu'eux, on leur mettait une taxe sur quelque chose dont ils avaient besoin, la voiture. Donc c'est l'injustice fiscale qui est le moteur en fait de ça. C'est pas Nicolas qui paye, qui est fâché de payer. Il se rend compte qu'il paye alors que d'autres échappent à l'impôt. C'est ça la vraie question. Et cette injustice fiscale, elle n'est pas traitée parce que ces gens-là s'en moquent. Et ces gens-là sont avec les gens qui ont de l'argent et sont avec les grandes entreprises. Aujourd'hui, l'extrême droite et la droite, parce que les deux se collent de plus en plus. Vous avez vu Nicolas Sarkozy qui va avec le RN. Nicolas Sarkozy qui ne paie pas, lui, par contre. Voilà, je préfère le dire. Le Times qui fait la première page avec Mélanie. Le Point qui fait avec la première page avec Mélanie. Donc on voit très bien que là, la droite est passé à l'extrême droite. Et ben, le but, c'est de faire, voilà, comme a fait Orban, Mélodie, c'est-à-dire on s'en prend à l'immigration, on s'en prend aux minorités, on s'en prend aux services publics, on s'en prend aux juges. Par contre, on s'en prend pas aux grosses fortunes, on s'en prend pas aux politiques d'ajustement structurel. Au contraire, on est le vecteur qui applique ça. Et il y a une partie aujourd'hui, moi je pense, des très grandes élites, du très grand patronat qui se dit, bon, on a cru que des gens comme Macron, on a cru que des gens, des libéraux allaient faire le job, ils l'ont pas fait. Mais peut-être qu'eux vont plus le faire. Mélanie. Donc il y a vraiment aujourd'hui des digues qui ont cédé entre les deux. Et le Nicolas qui paie, c'est ça. C'est de faire comme si on était vraiment dans une société typiquement individualiste. Mais moi, je vous explique ce que ça va être. Le Nicolas qui paye, en fait, qu'est-ce que ça va être s'il n'a pas d'argent ? S'il n'a pas d'argent, il va payer 10 000 balles son accouchement, enfin beaucoup plus cher son accouchement, il va sortir la carte bleue, ses parents vont sortir la carte bleue. La crèche, il va payer beaucoup plus cher parce que ce sera moins subventionné. Il aura moins d'investissement dans les collectivités locales, ce qui est déjà le cas, mais de manière beaucoup plus forte. Il payera plus cher à l'université. Et puis quand ses parents seront vieux, s'ils peuvent bosser, ils peuvent bosser. Mais s'ils ont des accidents de la vie, un AVC, un accident, une maladie de longue durée, des genoux en vrac, etc., eh ben, qu'est-ce qui va se passer ? S'ils n'ont pas d'argent, ils vont tomber dans l'extrême pauvreté. Et s'il a un peu d'argent, il va devoir donner à ses parents une espèce de rente, de l'argent de poche pour qu'ils puissent survivre. Donc il y aura toujours quelque chose qui sortira de sa poche. Pour les assurances privées, ce qui convient très bien à l'extrême droite, ou pour, s'il a les moyens, payer une rente à ses parents, mais il y aura de l'argent qui paye. Nous avons choisi de mettre tout cet argent dans un pot commun, de faire en sorte qu'il y ait, que ce soit finalement public, géré par l'État, parce que ce sera beaucoup plus égalitaire. Et force est de constater aujourd'hui que c'est beaucoup plus égalitaire. Quoi qu'en dise la droite et l'extrême droite, c'est beaucoup plus égalitaire. Aujourd'hui, il y a des différences effectivement de soins, nous sommes d'accord là-dessus, mais elles sont beaucoup moins fortes que celles qui sont observées aux États-Unis. Nous avons une retraite médiane à 1 400 €, donc il faut se calmer, les retraités ne sont pas les gens qu'on dit, d'accord ? Mais nous avons quand même le taux de pauvreté des retraités le plus faible des pays de l'OCDE. Donc si nous voulons plus d'égalité sur les retraités, taxons le patrimoine. S'il y a des retraités qui sont multiples propriétaires, mais taxons-les, on est d'accord. Mais ne touchons pas au système de retraite qui permet, malgré tout, aux retraités d'avoir la tête au-dessus de l'eau, même si ce n'est pas l'Amérique. Après 40 ans de travail. Je veux dire, même si ce n'est pas le rêve américain. Dernière question, j'ai l'impression que François Bayrou prend beaucoup de pincettes, enfin c'est pas le seul, mais prend beaucoup de pincettes, de temps, de concertation pour aller parler avec les plus riches, de savoir si par hasard, est-ce que vous voulez bien être d'accord de participer un peu au pot commun comme les autres, alors que pour les chômeurs, les malades ou les classes moyennes, c'est bon, en fait j'ai l'impression que vous êtes une masse. Vous êtes un chiffre, mais il n'y a pas de concret, il n'y a pas d'humain derrière, en fait. Exactement. Et justement... C'est méprisant. Non, mais exactement. En fait, si on regarde concrètement les chiffres de tous les chômeurs, il y a une grande étude qui a été faite, on a souvent dit par Pôle emploi, 90% des chômeurs, ils cherchent un emploi, ils ne sont pas en train d'être assis sur leur canapé, mais on va faire en sorte de faire une réforme comme si les 10% étaient plus importants, alors que oui, peut-être faisons plus de contrôle, pourquoi pas, sur les ciblons un peu plus, on est tous contre la fraude, mais 90% cherchent réellement un emploi. Et la plupart, et les maladies, c'est pareil, 80% des dépenses de santé sont pour des maladies graves. Donc arrêtons de voir des malades imaginaires. En fait, le Nicolas qui paie rejoint la logique de Bayrou. C'est-à-dire qu'il faut en fait un historique qui permette en fait aux gens d'accepter ça. Et l'historique, ce serait qu'il y a un mec qui travaille, qui paye pour des chômeurs qui ne cherchent pas d'emploi, qui paye pour des vieux qui font des croisières, qui paye pour des malades imaginaires, qui paye pour des fonctionnaires qui ne travaillent pas,
qui payent pour une gabegie de l'État. Alors, s'il y a des abus, il faut les regarder, on est tous d'accord là-dessus. Mais globalement, c'est pas ça la réalité de l'histoire. La réalité de l'histoire, et quand on regarde les études sérieuses de l'INSEE, de Pôle emploi, sauf si tout le monde est complotiste, hein, mais quand on regarde les études sérieuses, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est un système qui fonctionne, qui doit être amélioré. Il peut y avoir des défauts, mais comme dans tous les systèmes, on va les corriger. Mais globalement, ça fonctionne bien. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique, et face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Sérin qui veut installer l'extrême droite au pouvoir, le média lance Riposte, une contre-offensive vitale et citoyenne. C'est notre unique chance de bâtir une chaîne d'infos populaire et indépendante capable de percer sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne pour donner enfin la parole à celles et ceux qu'on ignore. Ensemble, reprenons le terrain et protégeons notre démocratie. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à très vite.